Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui, j'ai pas forcément ma tête des grands jours car j'ai eu une nuit très difficile. Je finis mon 5e mois de grossesse, je vais bientôt, dans quelques jours, je serai dans le début de mon 6e mois et je fais énormément d'insomnie. Pas toutes les nuits, mais vraiment souvent, et ce qui fait que je reste éveillée 3 heures, 3 heures et demie par nuit. Et c'est très dur le matin parce qu'évidemment, j'arrive à me rendormir au petit matin. En général, l'heure à laquelle les garçons après vont demander à se réveiller. Et voilà, faut tenir la journée, faut tenir le rythme, faut les avoir, je les ai toute la journée. Faut trouver la patience de faire les activités. Bref, c'est pas toujours facile et c'est vrai que par rapport à ça, c'est une grossesse qui se déroule un petit peu différemment de celle d'Arthur et de Gaspard. Puisque pour Arthur et Gaspard, j'avais eu des insomnies, mais vraiment en toute fin de grossesse. Donc bon, c'est toujours embêtant, faut toujours récupérer. Mais je veux dire, ça se passait plutôt bien, alors que là, ça vient... en fait, ça fait déjà même quelques semaines, quelques mois que je fais des insomnies. Et forcément, ça commence à être un petit peu fatigant. Aujourd'hui, en tout cas, je voulais te parler de toute autre chose. Je voulais aborder avec toi mes doutes, parce que oui, je doute. Et donc voilà, je voulais aborder avec toi sur les sujets sur lesquels j'ai douté dans le passé et ce que ça m'a apporté, comment je m'en suis sortie, comment j'ai réussi à aller au-delà de mes doutes. Et puis aussi, je te dirais, les sujets qui me font encore douter aujourd'hui. Là, j'ai quelques sujets importants sur lesquels je réfléchis énormément parce que voilà, j'ai pas encore toutes les réponses. Je cherche et forcément, ces recherches me font douter, me font me remettre en question. Donc, je vais te parler de tout ça. Alors, le fait de douter, c'est quelque chose d'assez naturel. On doute tous. Plus ou moins évidemment, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on connaît tous. Parfois ça peut aussi nous figer un peu parce que le doute des fois est très proche de la peur, les choses nous font douter, nous font peur et la peur peut nous figer, c'est une réaction naturelle du cerveau, enfin l'une des réactions naturelles du cerveau face à la peur, on se fige et donc on peut rester dans une zone de confort, dans une zone de suffisance qui nous empêche d'aller au-delà du doute, qui nous empêche de voir d'autres choses. Et pour le coup, on reste ancré dans des situations qui ne changent pas, qui n'évoluent pas, et on est dans un état stationnaire. Et puis alors, il y a plein de facteurs pour nous faire douter. Déjà, le plus important, ce sont les médias. Donc les médias, ça va être la télévision, la radio, même Internet. Ça nous fait énormément douter. Alors nous, par rapport à ça, on a déjà réglé le problème de la télévision, puisqu'on n'en a plus. Donc déjà, on ne regarde jamais la télévision. Si on doit regarder quelque chose, ça sera un film sur notre ordinateur. Mais on ne regarde plus d'émissions de télévision qui viennent nous polluer le cerveau. On va vraiment à la recherche de nos informations. La radio, bon, on l'écoute assez peu. Moi, j'écoute quelques émissions que j'ai choisies, mais qui sont plutôt culturelles que plutôt informationnelles en termes de médias. Et puis évidemment, ce qui nous fait aussi énormément douter, c'est notre entourage. Parce que notre entourage est toujours de très bons conseils et aussi a des avis très tranchés sur de nombreux sujets. Et tout ça, ça nous fait douter. Et puis évidemment, nous-mêmes, on se fait soi-même douter. On n'a même pas besoin des autres pour se questionner et pour se demander si nos choix sont plutôt bons ou plutôt mauvais, si ce sont les bons choix, si ce que l'on a choisi va fructuer, va marcher, est-ce que ça va aller dans le sens favorable de nos enfants? Bref, voilà, autant de questions existentielles qui viennent à nous. Et enfin, j'ai envie de dire, on doute encore plus quand les choix de vie que l'on fait s'inscrivent dans une lignée différente de celle choisie par la masse majoritaire de la population. Je parle notamment des choix d'alimentation, des choix de parentalité, des choix aussi de la façon de se soigner, etc. Tout ça, ça rentre vraiment dans des cases différentes quand on choisit des solutions alternatives. Et pour le coup, notre faculté à douter est encore plus grande. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde doute. Le doute, c'est universel parce qu'à partir du moment où on est amené à faire des choix, à prendre des décisions, eh bien, c'est tout naturellement que l'on se pose des questions. Et que l'on se dit, est-ce que notre choix va être favorable ou pas? Le fait de douter, c'est un côté positif à mon sens, parce que ça permet de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher l'information qui nous manque
pour répondre à notre doute. Donc on va rentrer dans une démarche d'information, de recherche, de remise en cause qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer, d'emmagasiner de l'information qui va aussi nous rassurer, qui va nous assurer une certaine base sur laquelle on pourra argumenter, sur laquelle on pourra se justifier et qui va pouvoir ancrer nos choix de manière positive. Et tout ça, ça permet bien sûr d'avancer plus sereinement sur les chemins que l'on a choisis pour soi, sa famille. Alors oui, le doute est utile, même s'il n'est pas toujours agréable à vivre. Il est utile parce qu'il nous permet de sortir de cette suffisance dans laquelle il serait tellement facile de s'installer. Alors une petite remarque, par exemple, chez nous, je remarque que je doute beaucoup plus que Fabien. Et ça, en fait, je le remarque parce que je marche beaucoup plus à l'émotion. C'est-à-dire que mes émotions m'envahissent beaucoup plus et beaucoup plus vite que Fabien qui, lui, est plus dans une démarche de raisonnement, de quelque chose de plus scientifique, de plus cartésien. Et il arrive en général à laisser de côté beaucoup plus facilement ses émotions que moi, qui vais réagir beaucoup plus vivement et qui va avoir aussi cette émotion de peur qui peut arriver à n'importe quel moment et prendre le dessus parfois sur les bonnes décisions. C'est pour ça qu'en général, il est vraiment important de prendre du recul et de prendre le temps de s'informer pour être sûr de son choix, pour être sûr de ce que l'on va faire et pour le coup de dissiper nos doutes. Alors, je vais à présent te parler de mes plus gros doutes parce qu'on me demande souvent si je doute ou si j'ai douté. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, oui, évidemment. Alors, je vais te parler de mes 3 plus gros doutes. Le premier, il est arrivé à la naissance d'Arthur puisque j'avais choisi d'allaiter mon enfant. Déjà pendant ma grossesse, c'était déjà un choix que je voulais faire. Et quand Arthur est né, moi, mon allaitement ne s'est pas passé comme sur des roulettes. J'ai eu une montée de lait assez tardive, donc du coup, Arthur avait faim. Il réclamait beaucoup le sein, c'était mon premier enfant. À la maternité, on me disait de le mettre au sein toutes les 2 à 3 heures, chose que je faisais par manque d'information. Et pour le coup, ça n'a pas été favorable à ma montée de lait. Et même une fois à la maison, en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, on a une deuxième montée de lait. Et même cette deuxième montée de lait a mis du temps à se mettre en place, ce qui fait que mon enfant avait faim. Et c'était terrible pour moi de voir mon Arthur pleurer parce que je savais qu'il avait faim. Et honnêtement, j'avais très très envie d'aller lui acheter une boîte de poudre en lait, enfin de lait en poudre je veux dire, pour pouvoir lui donner et enfin qu'il se sente rassasié et enfin qu'il aille bien. Parce que pour une maman, il n'y a rien de pire que de voir son enfant pleurer pour un problème identifié et de ne pas réussir à le résoudre. Et là, j'ai énormément douté de moi. J'ai remis en cause mes capacités à pouvoir le nourrir de manière complètement autonome. Et honnêtement, c'est Fabien qui m'a dit non, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre au sein, tout le temps. Dès qu'il pleure, tu le mets au sein. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Et au final, en quelques jours, eh bien voilà, ma montée de lait est arrivée, j'ai eu du lait en abondance. Ça s'est fait du coup très très bien, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin de tirer mon lait pour amorcer parce que en fait j'amorçais avec le tire-lait pour que Arthur ne se lasse pas, ne soit pas fatigué de la tétée et en fait que le lait, à partir du moment où il l'avait dans la bouche, à partir du moment où il avait le sein dans la bouche, que le lait vienne très rapidement et à partir du moment où je l'ai mis de manière beaucoup plus fréquente au sein, eh bien en fait tout s'est passé très naturellement, le lait arrivait, en fait Arthur amorçait, le lait arrivait et voilà, tout se passait très bien et à partir de ce moment-là, j'ai commencé donc à le mettre vraiment de manière beaucoup plus continue au sein, beaucoup plus fréquente. C'est ce qu'on appelle un allaitement à la demande. Mais c'est vrai que le doute a été très fort et parce que voilà, c'est pas confortable pour un parent de voir son enfant en souffrance et de ne pas réussir à lui répondre. Mais ce qui est important, ce qui est encore plus important, j'ai envie de dire, c'est de se faire confiance et de savoir que la solution peut être en nous, qu'on a les capacités d'aller au-delà de ces situations et pour ça, il faut se faire confiance et il faut s'informer. Le deuxième gros doute que j'ai eu, c'était plus récemment, c'était sur la diversification de Gaspard. Gaspard, on a commencé à lui proposer des aliments
aux alentours de ses 9 mois. Donc il avait eu 9 mois d'allaitement plein et puis vers 9 mois on a commencé à lui proposer des aliments. On avait décidé de faire la diversification menée par l'enfant. C'est-à-dire que l'on ne nourrit pas son enfant, on ne lui donne pas des purées, on lui donne vraiment des morceaux d'aliments plutôt mous, donc plutôt cuits si ce sont des légumes, des bâtonnets de carottes déjà pré-cuits à la vapeur, des choux, des choses comme ça, ou alors des fruits assez faciles à manger. Donc par exemple en été il y avait les fraises, les abricots, bon, il y a les bananes, il y a des choses comme ça. Tout ce qui va pouvoir en fait se mâcher assez facilement avec juste quelques dents. Et ça n'accrochait pas. Il n'en voulait pas. Donc on a arrêté parce qu'on voyait bien que ça le saoulait. Donc on est reparti, enfin voilà, j'ai continué de toute façon à l'allaiter à la demande. Ce qui se passait bien, hein, parce qu'il prenait du poids et tout allait bien. Et puis bon, vers 12 mois, il mangeait rien, hein, il ne mangeait vraiment pas. Bon, il grossissait toujours cependant, mais je me disais, il y a peut-être un moment, il va manquer de quelque chose. Et là, j'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis dit, est-ce que ce qu'on fait, c'est bon pour lui? Est-ce qu'il a assez de nutriments, assez de vitamines? Est-ce que c'est suffisant pour son développement? Beaucoup de doutes, voilà. Et donc avec Fabien, on en a beaucoup discuté. On a voulu vraiment continuer la DME, sauf qu'il refusait vraiment tout. Il voulait rien manger, ou presque pas. Je veux dire, il mettait dans sa bouche, il recrachait tout de suite. D'ailleurs, il a passé des semaines et des semaines à cracher en permanence. On essayait de lui donner, il goûtait, il recrachait tout. Ça a été assez compliqué d'ailleurs. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Surtout que, bon, on avait quand même ce projet de bébé dans la tête. Et du coup, je me disais, forcément, à partir du moment où j'aurai mon retour de couche, on essayera. Et s'il ne mange toujours pas, comment ça va se passer? Mon enfant va mourir de faim. Enfin bref, situation vraiment dramatique. Enfin, le scénario complètement dramatique qui me faisait vraiment peur. Et puis, je suis tombée enceinte, donc au mois de septembre de l'année dernière, 2016. Et Gaspard mangeait un petit peu, mais de manière insignifiante. C'est-à-dire, il ne mangeait pas assez pour se substituer une tétée. Et là, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, pour Arthur, je sais qu'à peu près au bout de 3 mois de grossesse, je n'avais plus de lait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va manger? Il va dépérir, mon pauvre loulou, et comment on va faire? Mais bon, en même temps, on ne pouvait pas le gaver comme une oie, ça ne se contrôle pas, on n'allait pas le nourrir de force, et puis ça n'allait pas du tout dans notre direction, dans le cheminement dans lequel on veut aller. Alors on s'est dit, bon, on continue, hein, de toute façon on n'a pas le choix, on continue à lui proposer des aliments et puis on verra bien. Et puis en fait, au mois d'octobre, donc j'étais enceinte d'un petit mois, mais il a commencé à manger et puis à manger beaucoup. Et aujourd'hui, il mange bien, il mange très très bien, il mange de tout. De toute façon, il mange exactement comme nous. Je ne lui fais évidemment absolument pas de plat particulier. Et ça se passe très bien et il profite toujours autant parce que là du coup je n'ai plus de lait et par contre il tète toujours mais à vide et il mange très bien. Donc encore une fois on s'est fait confiance, on s'est dit bon ok de toute façon ce qu'on fait ça partait d'une bonne base, hein, c'est la diversification menée par l'enfant. On sait que c'est un moyen pour les enfants de devenir beaucoup plus autonomes pour se nourrir. Donc on lui fait confiance. S'il ne mange pas, c'est qu'à la limite, il n'a pas vraiment faim et que le lait vient encore constituer la base essentielle de ses repas. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, on voit bien, de toute façon, il ne perdait pas de poids. Donc on lui a fait confiance, on s'est fait confiance, on ne l'a pas stressé, on ne s'est pas mis la pression. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, voilà, comme je t'ai dit, il mange tout seul avec sa petite cuillère ou sa fourchette. Il est super autonome, il mange comme nous. Quand il en veut encore, il nous le dit. Quand il en veut plus, il sait nous le dire aussi. Et tout se passe super bien. Et enfin, le troisième questionnement, le gros doute que j'ai eu, alors c'était oui, un petit peu avant pour le coup, c'était par rapport à l'instruction en famille. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire à partir du moment où Arthur est né. J'avais très envie qu'il reste avec nous. C'était un projet que j'avais en tête. Et puis évidemment, quand il est arrivé à 3 ans, la question s'est réellement posée de manière très concrète. Est-ce qu'on le scolarise ou pas? Et bon, forcément, j'ai douté de mes propres capacités à pouvoir instruire mon enfant, lui donner assez de matière pour qu'il se développe, pour qu'il soit curieux du monde qui l'entoure, de son environnement, pour aussi lui apprendre de la bonne manière, pour que je ne crée pas un blocage, pour que je ne crée pas une situation conflictuelle entre nous.
Tout ça, ça a été de nombreux doutes et pour lesquels je me suis énormément renseignée. J'ai commencé à regarder aussi ce qui se passait chez les autres familles, d'instruction en famille, comment ça se passait, les différents moyens que l'on a pour instruire ses enfants. Donc le très formel, le moyennement formel et l'informel. Et puis évidemment, il y a la pédagogie Montessori sur laquelle on se repose énormément pour nos apprentissages. Et puis j'ai décidé de me faire confiance. Je me suis dit de toute façon, je vais aussi apprendre moi-même avec Arthur, puis avec Gaspard, puis avec notre troisième enfant. Et puis il faut se faire confiance et si jamais il a du retard quelque part, et ben, de toute façon, il le rattrapera d'une manière ou d'une autre. Et puis s'il a de l'avance, tant mieux pour lui. Et puis au final, ben, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile qu'il n'y paraissait, que Arthur en tout cas réagit très bien aux apprentissages, qu'il se montre très curieux, qu'il sait restituer les choses en plus, qu'il apprend de manière exacte et spontanée et au bon moment. Et c'est vrai que ben, tout ça, ça me donne aussi confiance dans la manière que j'utilise pour l'instruire. Et tout ça, en fait, voilà, ça fait un maillon de positivité qui nous permet à chaque fois de chacun donner le meilleur de soi-même. Donc encore un gros doute qui a été résolu sur le fait de se reposer, sur la confiance et aussi de se donner le temps de réfléchir, de mener une réflexion qui nous permet d'envisager des solutions satisfaisantes pour chacun. Alors ça, c'était mes 3 gros doutes que j'ai eus, parce que j'en ai plein d'autres évidemment. Et en ce moment encore, j'ai des doutes. Donc par exemple, là, un des doutes que j'ai en ce moment, c'est de savoir comment ça va se passer avec mes 3 enfants, avec ce 3e bébé qui va arriver d'ici le mois de juin. Est-ce que je vais continuer à réussir à gérer? Est-ce que les charges qui m'incombent ne seront pas trop lourdes? Est-ce que j'arriverai à dégager toujours assez de temps à Arthur pour continuer de l'instruire moi-même, pour continuer à lui donner de la matière pour qu'il se développe? Est-ce que je vais réussir aussi avec Gaspard, parce que la place du 2e est toujours difficile? On donne de l'attention au premier qui nous en réclame. Lui, du coup, peut se retrouver dans une situation où on le met un peu en attente et puis surtout pris en étau avec un petit bébé qui aura des besoins, qui aura besoin de moi énormément, de beaucoup téter, d'être beaucoup porté. Actuellement, c'est Gaspard que je porte. Donc ce bébé, mine de rien, il va venir aussi prendre un petit peu la place de Gaspard. Donc cette place du 2e, il faut que j'y fasse très attention. Et voilà, mon doute, c'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir rester dans un cheminement positif avec Gaspard? J'espère en tout cas ne pas le frustrer. J'espère ne pas lui donner en fait ce que je veux lui donner. Donc tout ça, ce sont des doutes que j'ai en ce moment et auxquels je suis en train de me préparer pour qu'à la naissance, tout se fasse bien et tout soit fluide. Un autre doute que j'ai aussi en ce moment, c'est le portage justement de Gaspard. Parce que Gaspard, je le porte quotidiennement. Tous les jours, je le porte. Notamment d'ailleurs quand on part en balade. Sauf que là, bon, c'est vrai que dernièrement, il a fait très très froid à Angers. Et pour le coup, on n'est pas beaucoup sortis. Là, maintenant que le temps est un peu plus doux, on va reprendre nos sorties quotidiennes. Et évidemment, moi, je le porte pendant tout le temps de la balade. Donc c'est vrai que, d'un autre côté, mon ventre commence aussi à grossir. Je ressens quelques douleurs dans l'aine, parce que je pense que tout simplement, le fait de porter, ça tire aussi. Donc je ne veux pas aller non plus mettre mon bébé ou mon corps même en danger ou me sentir mal. Ce serait aller au-delà du bon sens logique. Mais à côté de ça, j'aimerais aussi trouver une solution qui permette à Gaspard de savoir que je suis toujours là et que je vais continuer à le porter malgré tout. Donc je suis vraiment en plein doute parce que j'essaye vraiment de trouver une solution de portage adaptée à mon état de grossesse et à ses besoins à lui. Donc c'est pas évident. Je m'informe énormément sur les différents moyens de porter son bébé avec les moyens de portage que j'ai déjà et pour y répondre au mieux et offrir la solution adaptée à moi, au bébé et à Gaspard. Bon, et puis j'ai plein d'autres tout petits doutes, beaucoup moins importants, beaucoup moins existentiels, mais forcément qui viennent polluer de manière plus ou moins gênante le quotidien. Alors si je devais conclure sur ce doute, je te dirais simplement, fais-toi confiance et prends le temps d'agir en connaissance de cause. Pour moi, c'est les 2 choses les plus importantes pour surpasser ces doutes. Si tu as aimé cette vidéo
N'hésite pas à l'aimer et à la partager. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. J'en poste à peu près 2 par semaine. Je viens aussi de finir la rédaction d'un article sur notre organisation de nuit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise pour dormir, comment est-ce qu'on en est venu à ce cheminement-là, quelle est notre organisation actuelle et ce qu'on y trouve de bien et surtout voilà comment ça se passe chaque nuit de manière positive. Donc pour recevoir cet email, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut ou sur le i d'information et puis voilà, une fois que tu as cliqué, je t'enverrai cet email et tu auras absolument toutes les connaissances sur notre façon de dormir la nuit. En parlant de sommeil, j'espère que cette nuit je vais dormir mieux. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.